On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Sophie Giovannetti. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Sophie, tu es directrice du service tutélaire de La Vie Active. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Parce que je ne suis pas certain que nos auditrices-auditeurs comprennent très très bien ce dont ils retournent. Je dirige le service tutélaire de La Vie Active depuis 3 ans, mais j'ai commencé à travailler à La Vie Active en 2003 en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Pendant quelques années, j'accompagne aujourd'hui toute l'équipe de salariés de La Vie Active qui sont là chaque jour pour protéger les personnes les plus vulnérables dans le cadre de l'exercice de leurs mesures de protection. Alors je crois que le service tutélaire de La Vie Active a été créé en 1989, c'est bien ça ? En effet, il a été créé en 1989 suite au repérage par d'autres directeurs d'établissements de La Vie Active sur un besoin des personnes majeures vulnérables. Il accompagnait à l'époque, en 1989, 10 personnes et aujourd'hui, le service accompagne 3360 personnes vulnérables sur tout le département du Pas-de-Calais. Alors félicitations parce que ça s'est énormément développé. Tu l'as dit très justement, c'est parti d'un besoin, des gens qui avaient besoin qu'on remplisse des papiers, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les personnes sous mesure de protection ont besoin d'être protégées dans tous les actes de leur vie courante, administrative. Donc ça va de l'ouverture de droits, mais également de la complétude de dossiers administratifs et puis de veiller à ce que leurs intérêts soient protégés pour toutes les démarches de leur vie. Il y a, si j'ai bien compris, 3 types de mesures tutélaires. On en connaît une très très bien qui est la fameuse tutelle. Il y a la curatelle et il y a la sauvegarde. La sauvegarde de justice. Toi qui es à La Vie Active depuis un petit peu plus de 20 ans, explique-nous ce que c'est s'il te plaît. Alors la sauvegarde de justice, c'est une mesure qui va être décidée en urgence et qui va avoir une durée limitée dans le temps de maximum 1 an. Le juge peut décider de nommer un mandataire spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice pour réaliser un ou plusieurs actes définis comme la vente d'une maison ou le blocage de comptes en urgence pour protéger la personne. Donc ça veut dire que c'est précis et que c'est temporaire, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et puis surtout, le juge a l'obligation normalement d'auditionner, donc de rencontrer les personnes qui vont être sous mesure de protection pour leur demander leur avis et recueillir leur choix, par exemple sur la personne qui veillera à leur mesure de protection. Mais dans le cas bien précis de la sauvegarde de justice, le juge peut décider, au regard de l'urgence, de nommer un mandataire sans rencontrer la personne qui sera protégée. La tutelle. Qu'est-ce que c'est très concrètement ? On connaît tous, encore une fois, le mot, mais on ne sait pas nécessairement ce qui se cache derrière. Alors, il s'agit d'un type de mesure de protection et il s'agit, dans le cadre de la tutelle, de représenter la personne vulnérable dans tous les actes de la vie civile. Alors, ça ne veut pas dire qu'on retire tous les droits civiques de la personne protégée. C'est une mesure qui est contraignante, mais le juge veille à ce que cette mesure soit la moins contraignante possible. Et depuis 2019, il y a eu une réforme qui précise que les personnes sous tutelle recouvrent leur droit de vote et peuvent désormais aller exercer leur citoyenneté en exerçant leur droit de vote et peuvent même être assistés dans ce droit. Alors c'est une très belle avancée, je ne le savais absolument pas, je mets ma main à couper que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ne le savaient pas non plus. Alors, très proche en termes de mots de la tutelle, la fameuse curatelle, quelle est la différence ? Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous Sophie. Alors, la curatelle, elle est multiple, elle peut être simple ou renforcée, et c'est une mesure d'assistance. C'est-à-dire que la personne protégée sera assistée dans les actes de la vie civile. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs assistera la personne. Concrètement, si je prends l'exemple de la signature d'un bail, les 2 signatures seront apposées sur ce bail. Le mandataire veillera à ce que le contrat signé par la personne protégée soit bien dans son intérêt. Donc c'est un véritable accompagnement, c'est ça ? C'est un accompagnement, en effet, dans une grande partie des actes administratifs de la personne protégée. Qui peut demander justement ces mesures de protection ? La personne protégée elle-même, une personne protégée peut demander à être mise sous mesure de protection. Les raisons peuvent être diverses, parce qu'elle est atteinte d'une maladie qu'elle va savoir dégénérative et qu'elle veut
anticiper son incapacité à réaliser seul ces démarches, mais également ses proches. On peut demander une mesure de protection pour veiller à la protection de ses parents, par exemple, qui, vieillissant et atteints d'une maladie de type Alzheimer, pourraient vouloir veiller à la protection de ses parents. Ce qui se comprend parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres cas, d'autres personnes qui peuvent demander, ou est-ce que c'est vraiment la personne ou les proches uniquement ? Alors, on prend les proches au sens large, pas seulement la famille, mais par exemple un ami ou un voisin qui a des liens privilégiés avec cette personne et qui s'inquiéterait et qui voudrait veiller à la protection de cette personne peut également demander une mesure de protection auprès du juge des tutelles. Comment peut-on protéger un proche ? J'imagine que ça doit être quelque peu administratif. Explique-nous tous ces rouages, s'il te plaît, Sophie. Alors, en effet, c'est très administratif et ça passe par un CERFA qu'on peut trouver sur la plateforme des services publics, mais qui est très simple à remplir, qui doit obligatoirement être accompagné d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République, du tribunal, du domicile de la personne à protéger. Quand le juge est saisi de la demande, il instruit la demande et il auditionne la personne à protéger et la personne qui a demandé la mesure de protection. Il entend ces personnes sur les raisons de leur demande et ce qu'ils souhaitent. Il leur demande également, puisque la famille est prioritaire pour exercer la mesure de protection, si la famille souhaite exercer cette mesure et si surtout la personne à protéger accepte que ce soit un membre de sa famille qui le protège. Ça peut aller vite Ça peut aller très vite. Alors, bien entendu, cela dépend aussi de la charge de travail du tribunal auprès duquel on a demandé la mesure de protection, mais ça peut prendre quelques semaines seulement, en tout cas 1 an maximum. Entendu, donc finalement, c'est pas si long. On va même relativement vite, je suis très agréablement surpris. Mais au fait, quels sont les droits des personnes protégées ? Parce que tu m'as dit qu'elles ont des droits, elles ont recouvré leurs droits civiques, entre autres, merci encore de l'avoir dit, mais il y a d'autres droits, évidemment. Quels sont-ils ? Alors, elles gardent l'ensemble de leurs droits et nous sommes justement là pour veiller à ce qu'elles les conservent. Et contrairement aux idées reçues, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs veille à ce que la personne protégée garde le libre choix de son lieu de vie, de ses relations personnelles, mais même ses allées et venues sur le territoire. Donc ça veut dire que cette personne est totalement protégée, le terme protection prend vraiment tout son sens, et cette personne a encore une vie, tout simplement. Elle a encore une vie, évidemment, et elle décide de sa vie. Le but de notre mesure de protection, c'est de nous effacer le plus possible, d'être le moins contraignant possible et surtout d'écouter son avis. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne est sous mesure de protection, on ne lui a pas retiré sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui décide à sa place. Bien au contraire, cette personne a encore plein de droits, comme tu viens de le dire. En effet, et on est là pour faire que son choix soit entendu. Puisque bien souvent, quand il y a énormément d'idées reçues derrière la tutelle, et on a l'impression que le tuteur décide à la place d'eux, comme un parent pourrait décider pour un enfant. Alors que c'est faux. Nous, notre métier, c'est de relayer sa parole et de la faire entendre. Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être mises sous tutelle ou sous mesure de protection ? Oui, il y a des personnes qui demandent eux-mêmes à être mises sous mesure de protection pour être protégées et accompagnées dans toutes les démarches au quotidien. Merci à toi Sophie d'avoir cassé tous les a priori justement sur la mesure de protection. Encore une fois, les personnes sont libres. Ils sont libres et puis la mesure de protection, c'est pas pour toute la vie. Notre accompagnement, c'est de veiller à les rendre les plus autonomes possibles. Bien entendu, il y a des mesures pour lesquelles il y aura un renouvellement et la mesure durera plusieurs années. Mais il y a également énormément de mesures de protection qui s'arrêtent. D'abord parce que la décision a toujours une date de fin, qu'on n'a pas de mesure de protection pour toute la vie. La mesure, elle est prise pour 5 ans, 10 ans, voire 1 an, selon les situations, et qu'à chaque fin de mesure, on se repose la question de la nécessité d'une mesure de protection. Est-ce qu'il y a vraiment encore besoin d'avoir une mesure de protection ou est-ce qu'il n'y a pas un besoin de l'alléger, cette mesure ? Ce n'est pas une condamnation, c'est une protection. Ce n'est pas une peine et à tout moment, on peut réexaminer la mesure de protection. À tout moment, la personne protégée, ou le mandataire, ou la famille,
peut réinterroger le juge des tutelles et se poser la question de l'opportunité de cette mesure. Donc tu viens nous dire que la personne est toujours libre, qu'elle a toujours ses droits, mais je ne vais pas te mentir, j'ai ouï dire qu'il y avait plein de gens qui étaient en train de se plaindre que finalement quelqu'un avait la main mise sur leur vie, leur piquait un peu d'argent, qu'il leur disait quoi faire. C'est vraiment des a priori ou est-ce que c'est quelque part la réalité parfois ? En tant que professionnel, on est tenu à rendre compte de notre mission à la personne protégée elle-même. Ça, c'est une priorité. C'est qu'à chaque décision prise, la personne protégée est informée. On lui demande son avis, on lui rend des comptes. Ses relevés de compte, elle les reçoit. On co-construit avec elle son budget et on l'informe de tout. D'ailleurs, on écrit un projet avec elle chaque année ou à chaque fois qu'elle a décidé de changer de projet. Et puis, au-delà de la personne protégée elle-même, on rend des comptes aussi au juge qui nous a nommés. Donc, régulièrement, on est interrogé par le juge pour rendre des rapports, des notes de situation. La personne protégée qui aurait, par exemple, alerté le juge des tutelles suite à un mécontentement de sa part, le juge des tutelles peut nous demander des explications ou nous convoquer pour nous demander quel est notre avis. Et puis, il y a un contradictoire avec la personne protégée. Les proches peuvent également demander des comptes et de la même manière, le juge des tutelles reviendra vers nous. Et puis, chaque année, on rend ce qu'on appelle un compte annuel de gestion et sur ce document reprend l'entièreté des comptes de la personne protégée et de l'ensemble des dépenses qu'on aura réalisées avec elle. Donc tout est transparent, il y a des droits, il y a de la liberté, il y a de l'accompagnement. C'est bien ça ? Exactement. Sophie, on arrive à la fin de notre entretien. Tu es juriste de formation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à la vie active ? Ça fait plus de 20 ans que tu y es. Si tu y restes, c'est que tu t'y plais. Explique-nous un petit peu ce coup de foudre, ce match, comme on dirait aujourd'hui, professionnel. C'est en effet un petit peu un coup de cœur en 2003. Je suis juriste de formation. Mon souhait était évidemment de me destiner plus au conseil en matière de droit. C'était vraiment mon souhait de conseiller les personnes puisque le droit est quand même une matière qui est connue par peu de personnes et mon but était de pouvoir les conseiller. J'étais plutôt destinée à les conseiller en matière de notariat. Pour autant, j'ai commencé à la vie active pour un contrat en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour réaliser un remplacement congé maternité à l'époque. Et ce fut un véritable coup de cœur pour ce métier qui me permettait à la fois d'aider concrètement les personnes protégées, d'être auprès d'eux, d'avoir un résultat très rapide et très visible puisque mon accompagnement, il y avait des résultats tout de suite et puis pour autant de me servir de ma matière, le droit au quotidien puisque ce métier est hybride entre l'accompagnement social et puis la matière qu'est le droit. Mais alors justement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Je sais que la question est difficile. Dans mon métier de mandataire judiciaire, puisque je l'ai été longtemps et je reste diplômée mandataire judiciaire, et j'ai prêté serment pour ça. Mais ce qui me plaît dans cette matière, c'est vraiment l'accompagnement des personnes les plus vulnérables et la diversité de cet accompagnement. C'est que chacune de nos mesures est individualisée. C'est que on ne traite pas une mesure de tutelle comme une autre mesure de tutelle, c'est qu'elle est à chaque fois ciselé pour la personne qu'on accompagne. Et on va pouvoir accompagner tout type de mesures de protection et c'est extrêmement valorisant de pouvoir accompagner des personnes vers l'autonomie. Puisque, encore une fois, une mesure de protection, c'est pas pour toute la vie et je suis ravie quand une personne n'a plus besoin de nous. Tu as donc ce côté humaniste et fraternel de la vie active. C'est pour ça que je suis encore là, 20 ans après, et que je me reconnais pleinement dans la vie active. Dernière question. Elle est loin d'être facile, encore une fois. Je vais te demander de répondre du tac au tac lorsque je te dis la vie active. Que me réponds-tu ? Solidarité. Pour moi, la vie active, c'est l'association qui, grâce à cette solidarité, permet d'accompagner tout type de vulnérabilité à tous les âges et tous les besoins de la vie. Eh bien, je te remercie. On va se quitter sur cette note humaniste, fraternelle, très vie active.
Comme quoi, le droit, que je considère comme étant une arme très très froide, peut justement être très très chaleureuse. Et on vient de le montrer avec toutes ces mesures qui finalement sont là pour accompagner les personnes qui sont peut-être vulnérables, comme tu le disais. Et en plus, la chance que tu as dans ce métier, à la vie active, c'est qu'il n'y a absolument pas de train-train quotidien. Hein. La routine ne connaît pas. On ne connaît pas la routine et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une femme formidable comme Sophie, en premier lieu, vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast en vous abonnant. Et puis, vous pouvez aussi soutenir la vie active en faisant un don. Oh oui. Alors, comment fait-on ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site de la vie active, vieactive.fr. Vous cliquez sur la rubrique don, D-O-N, et vous pouvez faire le don que vous voulez. Je le rappelle, il n'y a pas de petits dons. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Parce que, qui sait, un jour, l'un de vos proches ou vous-même aurez besoin des équipes de Sophie. Donc, allez-y, encore une fois. Et Sophie, je te remercie, c'était absolument passionnant. Merci Laurent. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.